En 2019, on parlait encore peu du deuil périnatal. Heureusement, les choses ont changé depuis, mais à l'époque, j'étais déjà sensibilisée au sujet et j'avais découvert un formidable livre qui s'appelle Dans ces moments-là d'Hélène Gérin. C'est un livre qui encore aujourd'hui est unique en son genre et en fait il est intemporel puisque Hélène y propose avec une extrême délicatesse et une grande douceur des ressources concrètes pour les parents endeuillés d'un tout petit mais aussi pour leurs proches, pour recréer du lien et pour aider à mieux traverser ce deuil et aussi à mieux le soutenir, pour ne pas ajouter, comme elle le dit, à la douleur du deuil, celui de l'isolement. J'ai tout de suite eu envie de rencontrer son autrice et il se trouve qu'Hélène repartait pour les États-Unis où elle vit toujours d'ailleurs. Alors on a fait une interview dans un hall d'hôtel juste avant son départ. C'était un endroit plutôt bruyant. J'avais juste un micro de téléphone portable. Mais voilà, récemment, j'ai pu faire nettoyer le son et je peux aujourd'hui vous proposer notre discussion. Et j'en suis vraiment ravie parce qu'Hélène nous y partage généreusement de nombreuses clés très concrètes, comme je vous le disais, pour les parents et l'entourage. Alors je vous souhaite une bonne écoute et surtout partagez cet épisode pour qu'il touche les parents endeuillés, les familles, les amis, mais aussi les professionnels, les soignants. Bref, partagez-le. Bonne écoute. Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Hélène, merci de ce moment qu'on va passer ensemble. Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours et puis ce qui t'a amené à écrire ce livre? D'accord. Avant d'écrire ce livre, j'étais accompagnante à la naissance, j'étais doula et thérapeute. Je vivais en Belgique à l'époque et dans ma pratique professionnelle, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelques parents qui avaient vécu un deuil périnatal. Pour certains, c'était au tout début de la grossesse, pour d'autres un peu plus tard. Parfois, c'était au moment de l'accouchement ou dans les premières semaines ou premiers mois de vie après la naissance. Et ce qui me frappait à l'époque, c'est forcément le deuil en lui-même était immense, palpable, abyssal, c'était une évidence. Mais ce qui me surprenait, c'était la douleur que les parents ressentaient en plus de leur deuil par rapport en grande partie à leurs proches, à leurs amis, leur famille, qui très souvent avec les meilleures intentions disaient des choses qui sans s'en rendre compte étaient très blessantes pour les parents. Et je me suis demandé alors les parents ils sont déjà bien occupés avec ce deuil-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter cette couche de souffrance qui se rajoute en plus? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inventer une autre manière d'être les uns avec les autres face au deuil du tout petit? Et donc c'est comme ça que ça m'a donné envie d'aller écouter les parents. J'ai commencé par poster un petit message sur Facebook en disant voilà, je vais commencer un nouveau livre sur ce sujet-là. Et puis voilà, ça a fait son petit voyage. J'ai reçu beaucoup de témoignages de parents. J'ai passé 6 mois à les écouter. Donc tous les jours, j'ai rencontré plusieurs parents. J'ai pas écrit un mot pendant 6 mois. J'ai juste fait que écouter les parents, puis aussi leurs amis, parfois leurs collègues, parfois leurs parents. Et puis aussi différentes personnes qui accompagnent le deuil périnatal au niveau professionnel. Donc ça pouvait être des psychologues, des sages-femmes, des gynécologues, des doulas, des personnes qui qui organisent des cercles de parole pour des parents endeuillés. Donc voilà, c'était d'abord un bon gros 6 mois de juste écoute. Qu'est-ce qui se vit dans le cœur, dans la tête des parents et des personnes qui sont autour des parents. Donc ça a été le matériau de base. Voilà. Et ensuite, donc tu as choisi d'élaborer un livre qui est en 3 parties. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix-là? Tout à fait. Alors, la toute première partie, elle s'adresse aux proches
Donc amis, famille, collègues, etc. Ouais. Je vais déjà dire les 3 parties, puis après je vais dire un petit mot sur chacune. Donc Okay. la première, c'est pour les proches. Au milieu, il y en a une qui est à la fois pour les proches et les parents. Et puis à la fin, il y en a une uniquement pour les parents. D'accord. Enfin, je dis uniquement, mais évidemment, si on est curieux, si on est proche et qu'on a envie d'aller découvrir l'univers des parents, on peut aussi y aller. Mais elle est, en tout cas, au départ, intentionnellement prévue plus pour les parents. D'accord. Donc, la première partie, elle est destinée aux proches pour qu'ils puissent se demander quelle est l'attitude qu'ils veulent apporter, qu'ils prennent le temps en amont d'aller se poser et réfléchir à l'attitude qu'ils apportent quand ils vont rendre visite aux parents. Est-ce qu'ils vont les voir? Moi, je dis vont les voir, mais ça peut être aussi à travers un coup de fil ou une carte, hein. Donc, dans leurs interactions, en tout cas. Ouais. Est-ce que ils apportent du jugement ou de l'écoute? Est-ce qu'ils apportent des peurs ou de la confiance? Est-ce qu'ils ont du mal avec leur propre rapport à la mort? Parce qu'ils ont peut-être des deuils anciens qui ne sont pas apaisés, qui sont encore très vifs et qui, du coup, peuvent remonter très vite à la surface et venir faire interférence avec ce qui se vit là, parasiter. Voilà, prendre conscience de ces choses-là, pas en se culpabilisant, pas en disant « Oh mon Dieu, c'est mal ce que je fais », simplement pour en prendre conscience, pour mettre une petite loupe dessus et se dire « Ah oui, ok, ça m'appartient, mes peurs, mes jugements, ce que je me dis par rapport aux décisions que les parents ont prises, etc. En fait, ça m'appartient, je vais pas aller les inonder de ça, parce qu'ils sont déjà bien occupés. » Donc simplement les regarder, puis les mettre de côté, voilà, et vraiment être le plus vide possible pour arriver un peu comme une coupe, un réceptacle vide pour pouvoir accueillir l'histoire des parents et ne pas projeter sur eux toutes sortes de peurs, de jugements, de conseils non sollicités, pour éviter de minimiser aussi ou de banaliser ce qu'ils vivent. Les fameuses phrases mais c'est pas grave, t'en auras d'autres, t'es jeune, t'inquiète pas, ça va vite passer. Voilà, toutes ces choses-là qui en fait, il faut tourner la page. Faut tourner la page. Maintenant, tu commences un peu à t'apitoyer sur ton sort. Ressaisis-toi un peu. Voilà, toutes ces phrases-là, en fait, on sait, elles font pas du bien, elles font mal, elles sont inutiles. À la place, il y a d'autres choses qu'on peut faire et qu'on peut dire qui peuvent être beaucoup plus soutenantes. Donc voilà, la première partie, elle invite à prendre conscience de ce qu'on apporte et de réfléchir aussi à ce qu'on aime faire en tant que proche et en tant que ce qu'on aime faire et ce qu'on sait bien faire. Ouais, ça c'est vraiment intéressant comme angle d'approche. Ouais, pour pas que ça nous coûte. Parce que si on fait les choses par obligation morale, par contrainte, par devoir, ça n'a pas le même goût. Pour les parents, c'est pas super agréable à réceptionner. Savoir que quelqu'un m'appelle parce qu'en fait elle en a pas grand chose à faire, mais en fait elle parce que c'est une personne proche dans ma famille, elle se sent obligée de le faire, c'est pas très agréable, c'est pas très soutenant. Si par contre la personne aime appeler ou aime cuisiner ou aime déposer un petit mot ou aime offrir un petit cadeau de temps en temps, une petite fleur, voilà, toutes ces attentions là, quand elles viennent du cœur et qu'elles font plaisir, le plaisir d'offrir, cette fameuse expression, le plaisir d'offrir, bah ça fait aussi que à recevoir le cadeau, que ce soit une attention, un objet ou parfois un simple regard, plein de compassion, plein de douceur, ben du coup, à l'autre bout de la chaîne, c'est quelque chose qui est savoureux et qui peut faire beaucoup de bien, qui peut faire la différence certains jours. Oui, et qui est ressenti avec le cœur également. C'est-à-dire qu'il y a un vrai échange et il n'y a pas forcément besoin de dire des tas de mots, d'essayer de voilà, qui peuvent être maladroits, comme tu le disais. Il vaut mieux faire une petite action ou faire un cake un jour ou un week-end, proposer une sortie en forêt. Peut-être silencieuse, mais juste pour être ensemble. Et du coup, la fin pour les proches, la dernière partie le dernier chapitre pour les proches, c'est vraiment ce que tu viens de dire, de passer à l'action. Parce que parfois, on peut avoir des idées et puis on se dit, mais j'ose pas, ça va raviver la peine chez les parents ou peut-être que je vais tomber comme un cheveu sur la soupe, ils ont peut-être pas envie, je vais peut-être les déranger. Mais en fait, du coup, si tout le monde réagit comme ça, en fait, personne ne se manifeste et les parents, de nouveau, se retrouvent très seuls et ont l'impression que tous leurs proches sont indifférents au drame qu'ils vivent et ça, de nouveau, ça fait mal. Donc, il y a plein de petites idées après pour passer à l'action, pour dépasser ces petites peurs qu'on peut avoir et qui sont légitimes, mais qui viennent aussi entraver et bloquer le chemin dans le fait de pouvoir offrir le meilleur de soi et absolument.
Donc, j'accompagne plutôt des parents qui sont endeuillés. Ouais. Ce que je te propose, c'est ce soit notre discussion principale. Ouais. Et justement, dans ce contexte où tout est balayé sur son passage, le deuil vraiment déstabilise tous nos repères et en fait, on est perdu. T'as proposé, toi, dans ton livre, des clés de réflexion pour se reconnecter à ce dont on a besoin, justement. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Alors, effectivement, quand on écoute les parents, il y a une liste, je vais pas dire infinie, mais il y a une liste en tout cas très large de besoins. Et c'est ça qui est riche aussi parce que on pourrait se dire, bah voilà, t'es en deuil, alors forcément tu vas avoir besoin de ça, donc forcément il faudra faire ça pour toi ou tu dois faire ça. Là, dans le livre, il n'y a pas de tu dois ou il faut. C'est vraiment l'invitation, c'est vraiment que le parent puisse sentir à l'intérieur de lui ce qui est juste. C'est pas un exercice forcément facile à faire au premier abord parce que nous tous, en tant qu'adultes, même quand la vie va très bien, on n'est pas forcément tous hyper outillés pour savoir de quoi on a fondamentalement besoin, ce que la vie attend de nous, ce qu'on peut faire pour être bien en équilibre, en harmonie dans notre propre chemin de vie. Alors forcément, comme tu dis, quand ça vole en éclats, quand tous les repères sont bousculés, balayés, quand c'est aussi intense comme tempête émotionnellement parlant, ça devient très difficile de savoir de quoi on a besoin. Certains y arrivent très vite, c'est une évidence. Pour d'autres, ça va être plus facile de commencer par ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas qu'on m'en parle tout le temps, ou je ne veux pas qu'on fasse semblant que ça n'ait pas eu lieu, ou je ne veux pas qu'on me parle de mon fœtus en balayant le terme de côté, alors que pour moi, ben voilà, non, c'était un bébé, on était avancé dans la grossesse ou pas d'ailleurs. Enfin, c'était un être que j'aimais, donc j'ai envie qu'on en parle dans ces termes-là. Voilà, pour certains, c'est plus facile de commencer parce qu'ils refusent, parce qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est une manière de mettre une limite saine pour que les proches puissent s'aligner là-dessus et respecter leur manière de vivre leur deuil. Il y a aussi, dans le livre, je propose une sorte de mode d'emploi. Le terme peut paraître un peu léger, mais en fait, c'est comme une feuille de route. Comment je vis mon deuil, en fait? Est-ce que j'ai besoin d'être seule ou accompagnée? Est-ce que j'ai besoin de pouvoir compter sur quelqu'un à n'importe quel moment de la journée ou au contraire, est-ce que je veux qu'on me laisse tranquille et je me débrouille tout seul ou toute seule avec mon deuil? Est-ce que j'ai besoin de pleurer ou est-ce que c'est pas confortable pour moi de montrer ça, de montrer mes larmes devant mes proches? Est-ce que j'ai besoin de sortir, de voir du monde, de me divertir parce que ce deuil, il est juste ingérable pour moi en ce moment, je veux pas m'y confronter, je peux pas, c'est pas le bon moment. Ou est-ce qu'au contraire, je veux plonger dedans, je peux pas non plus faire autrement, les émotions sont trop présentes, j'ai envie de les rencontrer, j'ai besoin de me faire accompagner par un thérapeute, une thérapeute, par un groupe de parole, par des livres, voilà. Donc il y a toute une série de besoins qui sont passés en revue et où le parent va pouvoir un petit peu cocher, ah oui, ça, c'est de ça dont j'ai besoin. Et donc ça, à la fin, ça lui fait un peu comme une feuille de route. Et en dessous de chaque besoin il ou elle aura identifié, il y a comme une sorte de traduction immédiate en termes concrets du coup quelle est l'aide que je vais pouvoir demander à mes proches pour qu'ils m'aident à nourrir ce besoin qui est vital, qui est important pour moi en ce moment. Voilà. Ça c'est vraiment très utile parce qu'entre l'écrire, se le dire et puis franchir le pas de demander de l'aide et de l'énoncer, il y a souvent un pas très difficile à franchir et je trouve que dans le livre tu fais ça très bien parce que tu as des paroles de parents, ça rend accessible ce passage à l'acte. Tout à fait. Ça rend en fait souvent les parents qui ont fait ça m'ont dit après je me suis sentie acteur de ma vie ou actrice de ma vie. Alors ça voulait pas dire que leur bébé était revenu, ça c'est ce qui s'est passé. Leur bébé est décédé, mais au moins, ça a pu mettre les choses en mouvement, ça a pu créer des ponts avec leurs proches. Ils ont pu recevoir du soutien de qualité. Et ce passage à l'action, de oser demander de l'aide, sans se sentir redevable, endetté, sans avoir peur de déranger. Hein. Souvent, on nous apprend assez tôt d'ailleurs à s'en sortir par soi-même. À pas déranger les autres, à être fort, voilà, à avancer, à progresser. Puis il y a des moments où on a dit, ben non, en fait, ça marche pas comme ça. On a besoin les uns des autres et ça tourne, ça change avec le temps. C'est pas toujours les mêmes qui demandent et les mêmes qui reçoivent, mais c'est important de s'offrir cet espace-là en tant que parent, de se dire, ben en fait, si là, si ça correspond à la réalité du moment.
en fait là j'ai besoin d'aide, et surtout ça va du coup aussi donner une très belle plateforme pour les proches qui vont être soulagés, parce que sinon eux ils savent pas non plus de quoi les parents ont besoin. Et voilà, ils ont peur de raviver la douleur, comme tu disais, ils sont maladroits, mal à l'aise, se sentent souvent paralysés et impuissants. Là, s'ils savent que, voilà, en ce moment, je suis trop fatiguée, je n'arrive même pas à me faire à manger. Pourtant, je dors pas assez, mon corps est épuisé, donc je sais que j'ai besoin de manger. Si tu peux me préparer un repas par semaine, ou tous les soirs, ou une fois par mois, peu importe la fréquence. Ou faire mes courses. Ou faire mes courses, ou faire la vaisselle, ou je prends un bain, je me repose, puis toi tu t'occupes de l'appartement à ce moment-là. C'est des petites choses qui ont l'air très superficielles, très futiles, mais souvent on s'en rappelle. J'ai entendu des parents me dire 20 ans après, je m'en souviens encore de ce plat, de cette venue, de cette visite. C'est des choses qui finalement, si on est tout à fait sincère, ne coûtent pas tant que ça à l'entourage sur le moment, mais qui peuvent faire une énorme différence sur le long terme et même sur le court terme pour un parent. Quand on aime quelqu'un profondément puis qu'on le voit dans une si grande détresse, savoir qu'on peut être là pour lui, même par des toutes petites choses ou des plus grandes choses, pour les proches, c'est agréable aussi quelque part. Donc, absolument. Donc c'est important que les parents puissent, pour eux-mêmes en fait, pas tellement pour faire plaisir à leurs proches, mais pour eux-mêmes, pour éviter de recevoir toutes ces paroles maladroites. C'est une manière en fait de se protéger, de dire voilà, ça je ne veux pas, par contre ça me ferait beaucoup de bien. Et je pense aussi, c'est ça que je trouve quelque part beau dans les témoignages que j'ai reçus et inspirants, c'est que en tant que parent, quand on lit page après page, tiens, Cécile elle a fait comme ça, Joanie elle a fait comme ça, Grégoire il a fait comme ça, Christophe il a fait comme ça. Du coup ça donne des idées, et plus que des idées, ça donne même des autorisations. Oui, c'est ça. Si d'autres avant moi l'ont fait, et que voilà, ça a fonctionné, en fait pourquoi moi? Pourquoi pas finalement? Et puis voilà, on peut commencer par une première petite chose qu'on aime, puis une autre, et puis en fait on se rend compte que c'est une danse, donner, recevoir, c'est une danse, et c'est généreux, c'est sans limite. Et dans ces moments-là, effectivement, de nouveau, ça peut faire une grande différence. Tu abordes aussi la communication avec les enfants. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologues qui s'accordent pour dire que dans l'accompagnement du deuil, quand il y a d'autres enfants qui sont déjà nés, donc des aînés dans la fratrie, c'est important de leur dire les choses comme elles sont, de pas employer des termes de préférence, de pas employer des termes flous, équivoques, genre il est parti, parce que dans la tête, surtout d'un petit, parti, peut vouloir dire il va revenir. Alors, du coup, c'est bien de nommer les choses en fonction évidemment de l'âge des enfants. Si l'enfant a 17 ans ou l'autre en a 3, on va pas utiliser les mêmes termes pour parler du petit frère ou de la petite sœur qui est décédée. Mais dire voilà, il est mort, son cœur n'a pas pu battre, il n'avait pas une santé suffisante pour survivre. Il fera pas partie de notre famille sur Terre, il va pas jouer avec nous, il va pas grandir avec nous. Par contre, il va grandir peut-être dans notre cœur, où on va continuer à l'aimer, on va dire son prénom si on en a envie. Voilà, chaque famille pourra utiliser les termes qui leur conviennent. Et je me souviens d'une histoire d'un couple qui était très touchante. Eux, ils avaient souhaité déposer un carnet de deuil. C'était déposé dans leur salon, et chacun, les parents, les enfants de la fratrie, pouvaient aller déposer un petit quelque chose quand ils voulaient. Donc il y avait aucune obligation, mais les plus jeunes pouvaient parfois faire un dessin ou faire un petit bisou, simplement un petit bisou sur une page. Puis les parents parfois pouvaient écrire d'autres choses, etc. Et ce carnet de deuil a permis à chacun de pouvoir déposer ce qui lui tenait à cœur. Au fil du temps, parce que tout le monde réagit pas de la même manière, dans les mêmes timings, au même moment, etc. Et ça crée aussi dans l'espace familial, donc physiquement, dans le lieu de vie, un endroit où on pouvait communiquer, où on pouvait parler librement de ce deuil, de ce bébé. C'était quelque chose, pas de sacré, mais quelque chose en tout cas de protégé, de sécurisé, et ça pouvait faire du bien à beaucoup des membres de cette famille.
Quand on est parent endeuillé, on n'a pas forcément l'énergie, la bande passante, même intellectuelle, pour choisir les mots. On est soi-même déjà englouti, envahi par une histoire très forte, et donc pouvoir être là et soutenir son enfant, c'est pas toujours à portée de main. Ouais. Et parfois, à travers un texte, à travers des images, c'est une belle porte d'entrée pour ouvrir des conversations. Les proches aussi peuvent donner un coup de main pour les autres de la fratrie, les frères et sœurs qui sont déjà nés, dans le sens où, de nouveau, les parents n'ont pas forcément l'énergie qu'ils avaient avant, même simplement pour des choses du quotidien, leur donner le bain le soir quand c'était tout jeunes enfants, faire les devoirs. Parfois, on n'a vraiment pas la tête à ça. C'est compliqué de se concentrer, on est fatigué, puis on n'a pas le cœur à faire des tables de multiplication. C'est On a sûr. juste pleuré toute la journée. Non, franchement, là, la table des trois, j'ai rien pour ça. J'ai plus de jus. Et s'il y a une voisine, un ami qui passe une demi-heure, qui s'occupe des enfants pendant que le parent peut aller se promener, ou même regarder la télé si c'est ça qui est bon pour lui à ce moment-là, c'est ok évidemment. Ou voilà, prendre un bain ou méditer ou aller faire du yoga, peu importe ce qui va être bon, mais quelque chose qui lui fait du bien. Et pendant ce temps-là, quelqu'un prend soin des enfants. Ou éventuellement pour les amener un jour à un pique-nique, à une sortie ciné, aussi pour les divertir parce que la vie continue pour eux. Il y a la tristesse, il y a la grande peine qu'ils ressentent aussi en tant que frères et sœurs. Et puis ils ont aussi leur vie d'enfant qui est dans le moment présent et qui a aussi de la joie. Et donc pour pouvoir accueillir cette dualité des émotions, parfois les proches ont des ressources supplémentaires que les parents à ce moment-là et ça peut être très précieux. Le deuil, il est vécu de façon différente entre l'homme et la femme dans un couple. Oui. Tu donnes des clés pour créer des ponts Oui. de compréhension, de rapprochement quand il y a de l'éloignement. Parce que c'est vrai qu'un couple qui communique et qui se soutient dans cette période-là, c'est vraiment c'est très fertile pour la relation elle-même. Donc, si tu pouvais nous en parler un petit peu plus. J'ai effectivement dans les parents que j'ai écoutés, il y a des couples qui se sont terminés parce que c'était une épreuve trop douloureuse à traverser ensemble. C'était des couples qui pouvaient aussi avoir des difficultés auparavant et le deuil les a propulsés un pas plus loin dans leur divergence. J'ai aussi entendu l'inverse, des couples qui avaient une qualité de communication, un amour très présent, qui se sont rapprochés. Alors ça n'enlève en rien la douleur de leur deuil, mais j'ai entendu des gens qui m'ont dit maintenant, on sait qu'on peut tout vivre ensemble parce que si on a traversé ça, on peut tout traverser. Donc voilà, il y a les deux cas de figure, puis toutes les nuances qu'il y a entre les deux, évidemment. Et effectivement, ceux qui ont pu rester soudés ou s'épauler, parce que parfois il y en a un qui lâche et puis c'est l'autre qui est là pour le soutenir et puis après ça tourne, ça passe, c'est un peu comme des vases communicants. Il y avait plusieurs paramètres en commun. Il y avait effectivement ces rendez-vous qui se donnaient, soit de eux à eux, des moments de pause. Il y en a qui m'ont dit dans les premiers mois, on en a parlé tous les jours. On avait un temps tous les jours pour parler de ça. Ils pouvaient pas parler de rien d'autre. C'était ça qui les concernait. Il y a une maman, je me souviens, qui m'a dit sur le lit d'hôpital, son mari, elle a dit à son mari, en fait, j'aimerais beaucoup faire du yoga. Et puis, dans l'heure, il est allé acheter un magazine de yoga. Ils ont trouvé un petit centre à côté de chez eux. Ils y sont tout de suite allés ensemble. Alors forcément, il n'avait pas le même vécu physique, corporel, mais c'était important pour eux d'y aller à deux. Ils m'ont dit, parfois on quittait la maison, on était mais ultra déprimés. Il y avait des larmes, c'était dur. Et puis on allait là-bas, on respirait autrement. On savait pourquoi on le faisait. Il y avait une intention aussi. Puis on revenait, on était toujours plus rechargés, avec plus de ressources, plus d'énergie pour faire un jour de plus, un jour un pas à la fois. Donc eux, ça les a aidés d'avoir des activités ensemble. D'autres parents m'ont dit, nous, ça nous a fait du bien de parler avec d'autres parents qui avaient vécu ça, parce qu'alors on s'est rendu compte que nos points d'achoppement, nos points de friction, en fait, ils étaient tout à fait normaux. C'est normal, on n'a pas le même vécu corporel, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même culture.
il y a quand même beaucoup de papas aujourd'hui qui ont grandi avec des messages enfants du type mais non, t'es tombé, t'as pas mal, relève-toi, Oui. sois Sois fort, pleure pas. ne pleure pas, c'est rien, allez, Ouais. passons. Et du coup, là, il y a des émotions qui explosent et s'ils ont pas forcément les outils pour les gérer, ça peut créer des grandes confusions à l'intérieur du couple. La maman va avoir peut-être l'impression que son homme, s'intéresse pas du tout au bébé, que il s'intéresse peut-être même pas à ce qu'elle vit elle, qu'il passe à autre chose, qu'il continue à travailler. Donc il y a plusieurs papas qui m'ont dit non, c'est pas si facile que ça parce que la société nous dit d'être fort pour nos compagnes, d'être là pour les soutenir. On n'a pas vraiment d'espace pour pouvoir parler, pour pouvoir pleurer. Et ce qu'un papa me disait, c'est ne vous méprenez pas, les mamans, les compagnes. Si on ne pleure pas, ça veut pas forcément dire qu'on n'y pense pas. On y pense autrement. On le montre pas. On travaille. Il y a encore là récemment cette semaine quelqu'un qui m'a dit pour traverser mon deuil, je m'abrutis dans le travail parce que je sais pas faire autrement, parce que c'est trop dur, c'est une blessure trop béante pour moi. C'est la seule manière que j'ai trouvée. Et donc, si ça n'est pas dit, si ça n'est pas mis en mots, il peut y avoir une confusion de la part de l'autre partenaire. Ouais. Mais alors, tu t'en moques, tu t'intéresses pas, ce bébé représentait rien pour toi, tu ne l'aimes pas en fait. T'es indifférent. Alors qu'en fait, si on peut juste dire, voilà, j'ai pas les mêmes ressources que toi. Moi, je sais peut-être pas pleurer de la même manière. Moi, j'ai peut-être peur parce que si je m'écroule, qui va être là pour toi? Ou je l'ai peut-être pas beaucoup fait avant. Et du coup, je sais pas où ça va m'embarquer. Ça me fait un peu flipper. En fait, je suis pas à l'aise avec ça. Du coup, l'autre en face peut décoder mieux ce qui se passe. Ah, ok, c'est ta manière. C'est comme ça que tu gères. Moi, je gère autrement. Voilà. Et ça doit pas être vécu comme une contrainte, mais ce que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est quand dans le couple, on peut sortir des schémas stéréotypés, la femme qui va être en lien avec ses émotions, qui va pleurer, et l'homme qui va être plus actif, plus dans le mouvement, plus à l'extérieur de la maison. Quand l'un et l'autre peuvent un petit peu échanger les rôles par moment, ça peut être très salutaire pour soi et pour le couple aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, quand le compagnon, le papa se pose et parle vraiment avec depuis son cœur de ce qu'il ressent, de ce que ça représente pour lui, de sa douleur à lui. Ouf, ça y est, la femme, elle sent qu'il y a le pont qui se crée. Ouais. Et puis après, ils ont des manières différentes de le vivre, mais ok, c'est bon, on a quelque chose en commun, on a quelque chose qui nous relie. De la même manière, si le mari sent que sa femme, de temps en temps, a l'énergie pour, tiens, on va changer quelque chose dans l'appartement, ou tiens, si ce week-end, on allait, pour changer les idées, faire un petit voyage, même une après-midi, ou des petites choses qui sont entreprises, ou tiens, j'ai trouvé ce bouquin, j'ai envie de faire des choses. Eh bien, lui, il trouve parfois aussi un espace, c'est bon, on peut aussi sortir de là, ils se rejoignent, et puis du coup, ça peut avancer. Et chacun, après, voilà, une fois que le pont est fait, c'est beaucoup plus facile. En fait, la clé du changement dans le cadre de ce vécu du deuil, c'est vraiment la communication. Oui, tout à fait. Autant avec les proches, Tout à fait. qu'ils soient amis, famille, enfants, conjoints, compagnons, mais aussi les collègues. Tout à C'est fait. vraiment oser dire, oser demander, oser énoncer sa réalité et se faire entendre dans la spécificité de ce qu'on traverse. Tout à fait. Mettre des mots sur ce qu'on ressent. Alors, tout le monde n'est pas non plus dans le verbal. Non, absolument. Il y a des gens, c'est pas leur canal et c'est à respecter. Mais que de eux à eux, ils peuvent se dire déjà à eux-mêmes de quoi ils ont besoin. Et parfois, ils vont simplement envoyer un mail. Ça sera hyper succinct, télégraphique. On fait du VTT ce week-end. Ou fais-moi les courses. Voilà, ça va pas être des longues phrases. À eux, il faudra pas proposer 1 heure de papote. Oui, c'est ça. Autour d'un thé, ça va pas leur convenir. Mais peu importe la manière dont ils vont l'exprimer, ça doit pas nécessairement être verbal, mais peu importe la manière, d'être là pour eux et de respecter ce qui est nécessaire pour les soutenir dans ce deuil. Ouais. Arrive un moment où on va être obligé de retourner travailler. Ça, c'est aussi une étape très particulière. Tout à fait. Tu donnes aussi quelques clés pour approcher ce moment différemment. À la fois donner des clés aux collègues, mais aussi aux parents. Tout à fait. Je me souviens d'histoires de parents qui me disaient moi, j'avais pas envie de me retrouver face à tous mes collègues, toute mon équipe et de voir en boucle raconter toute mon histoire.
c'est quelque chose de trop intime. J'ai pas envie de déballer tout ça à tout le monde. J'ai pas envie qu'on me bombarde de questions. Et donc, certains m'ont dit, une semaine, 10 jours avant, j'ai demandé à 3-4 collègues les plus proches d'aller manger avec eux. C'est un peu un moment comme si on dédramatisait le retour au travail. C'est une première entrée en matière. On se revoit. Si bien que quand on revient vraiment le jour J à la reprise du travail, il n'y a pas ce côté effrayant. Il y a déjà eu une petite prise de contact. La glace a déjà été un petit peu brisée. Pendant ce repas, on peut parler du travail, mais des projets que l'équipe a continué à mener, mais on peut aussi parler du bébé, évidemment, de ce qu'on ressent. On peut aussi parfois demander aux collègues qui sont là, aux responsables, de faire passer l'information auprès des autres collègues pour ne pas avoir à répéter son histoire en boucle. Et là, souvent, ce que disent les parents, c'est que c'est important de bien guider, de bien clarifier le message. Je me souviens d'une femme qui avait dit à sa boss, à son boss, je crois que c'était un homme, je voudrais que tu passes l'information parce que j'ai pas envie de répéter tout à chaque fois. J'ai pas envie d'en parler non-stop. Du coup, le boss avait compris ça comme, il faut surtout pas en parler. Donc, il avait donné ce message-là aux collègues. Mais c'était pas du tout ça, l'idée de base. L'idée de base, c'est, je veux que tu donnes l'information de ce qui s'est passé pour qu'on me repose pas la question, ah bah alors, il est où ton petit, comment il s'appelle? Voilà, c'était juste ça. Donc, c'est important d'être précis dans ces requêtes. Dans le livre, pareil, il y a des exemples de messages qui ont été envoyés en disant, voilà, j'aimerais bien que tu fasses passer l'information dans tel et tel terme. Est-ce que c'est OK? Et du coup, les collègues, ils ont le temps aussi de se préparer. Ils ont le temps de digérer un peu le malaise, de l'appréhender, de se familiariser un peu avec, d'envoyer peut-être un message aussi. Et du coup, quand la personne revient, tout le monde est quand même un petit peu gêné, forcément, mais les regards sont peut-être moins distants. Certains vont déposer simplement un petit mot sur le bureau, une demi-heure avant que la personne arrive, ou dans les jours qui viennent, vont apporter un petit thé. Puis peut-être que ça s'arrête là, puis peut-être que ça va donner lieu à quelque chose d'autre. Parfois, les collègues aussi se rassemblent pour faire des cadeaux. Ça peut paraître bizarre à dire, mais je me souviens d'une maman, Clarisse, qui me disait, en fait, dans mon équipe, on faisait des cadeaux pour toutes les naissances. C'était la culture d'entreprise. Là, ça n'a pas été autrement. Et les collègues m'ont laissé le choix. Donc, ils lui avaient proposé, je crois, un don pour planter un arbre en souvenir de sa fille, pour de la recherche médicale. Puis, il y avait autre chose, peut-être un petit cadeau, une attention, je sais plus exactement. Mais elle avait le choix. Du coup, elle a pu choisir ce qui était juste pour elle. Ils l'ont pas forcé. Certains viennent aussi au moment des funérailles. C'est un enterrement et ça fait très chaud au cœur des parents. Voilà, certains font un don pour la recherche médicale si c'était dans un contexte d'interruption médicale de grossesse. Du côté de l'entreprise, il y a aussi des choses que les responsables peuvent faire en permettant aux mamans qui reviennent travailler d'aménager leur temps de travail. Si elles ont des postes commerciaux où elles sont beaucoup en contact avec la clientèle, si c'est un besoin chez les mamans, de leur proposer en tout cas, si elles ont besoin d'adapter un peu ça pour être moins en contact avec les gens, que ce soit moins fatigant s'il y a beaucoup de déplacements. Être moins en contact avec des clients, parce que si tout d'un coup il y a une émotion, puis l'émotion elle peut être déclenchée par un rien. Hein. Il suffit que le client porte le même prénom que son bébé, qu'il y ait une musique dans l'entreprise qui fait penser ou sur le chemin quand elle y va, qu'elle écoute sur la route une musique qui déclenche des tas d'émotions. Arriver en rendez-vous professionnel et avoir les larmes qui coulent, c'est pas non plus très confortable. Donc parfois faire un peu plus de télétravail. Pas pour punir la maman, évidemment, certainement pas. Au contraire, pour la soutenir et lui dire, voilà, si c'est ton souhait, pendant un temps, nous, on est OK que ton temps de travail ou tes missions soient un petit peu aménagées. Puis quand tu nous dis que c'est bon, tu peux reprendre comme avant, on le fera. Parfois, c'est aussi simplement... ça se sent, ça se voit quand un papa ou une maman est pas bien, en plein deuil et qu'au travail, c'est difficile de se concentrer, c'est difficile de retrouver du plaisir dans ce qu'on faisait avant ou même du sens. Simplement dire là je vois que c'est un peu dur aujourd'hui, si tu as envie de rentrer plus tôt, vas-y, y a pas de problème. On finira la réunion un autre jour, on reparlera de ce projet dans 3 jours. De rendre possible ces aménagements et de les proposer, de tendre des perches. Avant de terminer, Hélène, j'aimerais bien que tu nous parles de cette tradition hawaïenne qui est Ho'oponopono, qui permet d'avoir une porte ouverte sur une paix intérieure. J'aimerais bien que tu le partages. D'accord. C'est un rituel qui se fait en 4 étapes. Désolé, pardon, merci, je t'aime.
Si on veut s'arrêter à ça, on se répète ces mots-là, même si on comprend pas très bien ce que ça veut dire. Ça peut être une manière de le vivre. Et puis sinon, ça dépend si on s'adresse. Alors, si on est parent, on peut s'adresser à son bébé ou à ses proches ou à son autre partenaire, à l'autre parent. Peu importe ce qu'on décide, mais c'est quelque chose qui va permettre d'apporter une paix, de nettoyer la relation affective qu'il y a avec cette personne. Ça peut être avec soi-même. Avec soi-même, oui. Désolée, je suis désolée. Mon corps n'a pas pu, ça n'a pas pu se vivre dans mon corps cette grossesse jusqu'au bout. Pardon à moi si je me suis déçue par rapport à des rêves que j'avais, ou pardon à ce bébé si voilà j'aurais aimé te donner un temple, un habitat où tu aurais pu vivre jusqu'au bout, mais ça ne s'est pas fait. Je t'aime. Donc la troisième c'est merci. Merci quand même si c'est à son bébé. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Merci pour m'avoir appris à aimer plus. Merci. Voilà, il peut y avoir, je vais pas toutes les décliner, mais il peut y avoir 1000 manières d'avoir de la gratitude pour son bébé, même s'il est décédé. Et puis je t'aime. Là, je crois qu'il y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, mais je t'aime mon bébé, même si tu n'es pas là. Je t'aime. T'es dans mon cœur. Je pense à toi. J'ai ce petit collier ou j'ai cette petite bougie à la maison qui me rappelle ton existence. Je ne t'oublie pas. Donc voilà, ça peut être des pratiques qu'on fait régulièrement, qu'on fait tous les jours, qu'on fait une fois par semaine, peu importe, ou juste quand on y pense. Ça permet de créer du lien. Quand c'est fait vis-à-vis de soi, ça permet d'avoir aussi beaucoup d'auto-empathie, beaucoup de douceur. Et bienveillant. Voilà, quand même souvent beaucoup de jugement, qu'on s'adresse déjà à soi-même dans le deuil. J'ai pas été à la hauteur, j'ai pas assumé la mission que je m'étais fixée de donner la vie, de donner la mort à la place. Donc parfois il y a des propos très durs envers soi-même. Et avec ce rituel en 4 temps, ça peut apporter beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, beaucoup de relâchement, d'acceptation de ce qu'on vit aussi de soi à soi. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup et plein de douceur sur votre chemin de deuil. Vous pouvez télécharger gratuitement différents documents qui pourront vous aider. Il y a des mandalas, des cartes postales, des phrases qui font du bien, des actions de soutien sur le site danscesmomentsla.com. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt!